Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à la situation du crédit immobilier en France, un sujet que nous traitons régulièrement dans Smart Patrimoine avec notamment l'alerte qui était donnée par un certain nombre d'acteurs du secteur de l'immobilier avant les vacances d'été sur notamment la hausse des taux immobiliers pratiqués par les banques, bloqués par un taux d'usure qui lui n'augmente pas aussi vite. Alors qu'en est-il en septembre? Qu'en est-il d'ici la fin de l'année? C'est une question que nous avons voulu poser à Pierre Chapeau, le cofondateur de Préto. Bonjour Pierre Chapeau. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine, donc cofondateur de Préto, je le disais, Préto qui est un courtier en ligne. Vous suivez, j'imagine, mécaniquement les avancées des dossiers en matière de crédit immobilier, les avancées sur le sujet du taux d'usure. Est-ce que la situation peut être décrite par certains acteurs immobiliers comme alarmiste aujourd'hui, comme avec des dossiers qui ne passeraient plus à cause du taux d'usure ou parce que les taux auraient remonté trop rapidement? Comment est-ce que vous voyez ça aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez continuer à travailler tout simplement? Alors, il y a clairement une situation de blocage. On a nous-mêmes alerté avant l'été sur ce sujet-là. On a parlé d'un phénomène d'éviction. On y reviendra sans doute plus en détail. Après, l'ampleur de cette éviction, c'est ça la vraie question. On entend dernièrement un chiffre de 1 sur 2, un dossier sur 2 qui serait rendu impossible uniquement à cause du taux d'usure. Oui. On trouve cette estimation assez exagérée. Nous, on avait chiffré en juin à 5 à 10% des dossiers qui sont vraiment rendus impossibles uniquement à cause du taux d'usure, sachant qu'il y a d'autres raisons de refus. Il y a aussi les histoires de taux d'endettement et tout qui peuvent représenter aussi des refus. Donc voilà. 5 à 10% des dossiers, alors pas forcément dans le cas de Préto, mais 5 à 10% des dossiers envoyés en banque. Donc après une première sélection faite par les courtiers ou au global? Non, au global. Alors notre méthodologie, nous, c'est pour essayer de ne pas justement avoir ce biais qui est lié à la sélection que peut être faite par les courtiers. Cette sélection peut être variable. Quand un courtier il a beaucoup de demandes, il prend que les bons dossiers. S'il a un peu moins de demandes, il va tenter un petit peu plus. Donc finalement, le taux de refus, s'il est après la prise en charge par le courtier, il n'a pas une valeur analytique très très forte. Bien sûr. Nous, à chaque fois qu'on fait des analyses, on regarde finalement la typologie des emprunts qui ont été faits sur une certaine période. Donc là, on a regardé 2021 et on s'est dit, avec les nouvelles conditions de marché, donc des taux plus hauts, un taux d'usure qui est ce qu'il est. Bien sûr, 2,57 pour les plus de 20 ans aujourd'hui, c'est ça, Enfin, pour les crédits dont les durées sont supérieures à 20 ans. Voilà, la question qu'on s'est posée, c'est quelle est la part des dossiers qui passaient dans les conditions de 2021, qui ne passeraient plus maintenant, pour chiffrer cette éviction-là. Et c'est ça qui nous avait amené à entre 5 et 10% fin juin. La situation cet été, elle s'est un petit peu empirée. On n'a pas refait l'analyse, mais elle s'est un petit peu empirée. Mais on est quand même assez loin du 1 sur 2. Néanmoins, 5 à 10%, c'est significatif et surtout, c'est inégalitaire. Ce qu'on observe, c'est que le phénomène d'éviction, il est bien plus accentué pour les revenus modestes qui étaient solvables en 2021 que pour les ménages aisés. Oui, parce que en fait, si on parle du taux d'usure, c'est parce qu'en fait, on est face à une remontée des taux pratiqués sur les crédits immobiliers par les banques. Et donc, en fait, il n'y a pas qu'une question de savoir si ça passe ou si ça passe pas, parce que bon, si ça passe pas le taux d'usure, c'est sorti mécaniquement. Mais même en dessous, ça veut dire que notre crédit va nous coûter plus cher. Donc, qu'il faut être capable d'avoir cette capacité d'endettement ou l'apport en plus qui va permettre de faire passer le dossier. Et c'est là aussi, on peut avoir des dossiers qui mécaniquement n'iront pas jusqu'au bout. Tout à fait. Il y a aussi ce phénomène-là. Et d'ailleurs, en proportion, il est un petit peu plus important, selon nos estimations, que les blocages liés au taux d'usure. Mais ce phénomène, il est finalement assez sain, parce que les cycles économiques correspondent à des périodes où les taux sont plus bas, une inflation qui arrive, les taux remontent, et derrière, dans un marché immobilier, ça vient jouer sur les prix. Donc, nous, ce à quoi on s'attend, c'est quand le crédit est en train de se renchérir, les budgets sont un petit peu plus sous tension. À un moment, la hausse des prix va se tasser dans des zones tendues. Il peut même y avoir certaines baisses. Et finalement, ça aussi, ça va resolvabiliser une partie de la demande. Et ça, c'est la vie normale d'un marché immobilier. Donc, je vous repose ma question initiale. Vous pouvez continuer à travailler en septembre, en octobre, en novembre avec les conditions actuelles, parce qu'on n'a pas parlé des normes HCSF, mais qui est aussi quelque chose, effectivement, qui encadre le niveau d'endettement qu'on peut avoir tout simplement quand on veut réaliser un projet immobilier. Donc, vous avez quand même suffisamment... Enfin, les conditions ne sont pas encore trop drastiques pour sortir trop de monde du marché ou Alors en fait...
cet été, c'était vraiment, je pense, le pic du blocage. D'accord. À partir de septembre et octobre, il y a des signes encourageants. Les taux de marché et liés un peu à l'inflation qui se tasse un petit peu aussi se sont stabilisés. Et en octobre, même sans changement du mode de calcul, le taux d'usure augmentera un petit peu. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Alors on ne sait pas de combien, mais mécaniquement, il augmentera. Oui. Mécaniquement, il augmentera. Et là, les premiers signes d'augmentation des taux à la rentrée sont assez modérés. Donc, on anticipe sur le fait que le blocage il va s'atténuer un petit peu en octobre. Donc, oui, il va y avoir un petit peu d'air sur le marché. Et c'est plutôt une bonne nouvelle pour les emprunteurs qui savent bien valider leur capacité de financement. Parce que, comme je disais, il y a une petite anxiété peut-être des vendeurs et donc une possibilité de négocier les prix. Bien sûr. Donc, là, les quelques mois qui s'annoncent, ça peut être aussi des opportunités pour les acheteurs bien solvables. L'autre point, c'est aussi les banques enrichissent un petit peu leur offre, notamment avec des taux révisables, ce qui permet aussi d'ajouter de la flexibilité, parce qu'un taux révisable, on part d'un taux un petit peu plus bas. Il peut être capé, donc l'ampleur de l'augmentation potentielle du taux, elle peut être quand même raisonnable. Et ça, c'est un bon outil aussi. Donc des taux qu'on réviserait à la hausse, c'est ça? Non, à la baisse? Alors en fait, le taux révisable, c'est, prenons un exemple, un taux classique actuellement sur 25 ans, ça peut être 1,9 ou 2%, ouais. donc en fixe sur 25 ans. Un taux révisable, on peut emprunter à 1,65, c'est-à-dire on démarre de plus bas, mais on prend le risque en tant qu'emprunteur de voir le taux augmenter annuellement en fonction de, en général c'est calé sur l'Euribor, donc des taux de marché. Mais du coup, donc on fait en sorte que ça passe en fait, ça passe entre le taux d'endettement et le taux d'usure. Exactement. Mais on prend l'engagement peut-être plus tard de voir son taux réévalué. Mais donc ça en fait c'est le retour des taux variables quelque part. C'est le retour des taux variables. On voit actuellement le retour des taux variables. Après en France, les taux variables sont assez encadrés et les produits qui sont distribués en grande majorité sont des taux variables capés. Donc par exemple, si on reprend mon exemple, on part à 1,65 et on sait qu'on n'ira jamais au-delà de 2,65, ce qui, dans un contexte où l'inflation elle est à 6%, reste un taux d'intérêt réel négatif. Et si on prend vachement de recul, ça reste des taux immobiliers attractif. Et alors là, quand on est emprunteur, on est obligé d'accepter ça aujourd'hui pour avoir un crédit? Non, on n'en est pas encore là, mais... On n'en est pas encore là, c'est plutôt... c'est une possibilité, quand on a une petite problématique de taux d'usure, c'est une possibilité qui est offerte aux emprunteurs. Et je précise un point, c'est que ça peut être pour une partie de l'emprunt. On peut très bien avoir une ligne à taux fixe et une celle ligne qui passe, entre guillemets, une ligne à taux variable capée, ce qui permet de faire passer le projet. Et si c'est l'opportunité d'acheter un bien en ayant bien négocié et de devenir propriétaire, plutôt que de rester locataire avec l'inflation qui va impacter le loyer à la hausse, ça reste une très bonne chose dans la situation actuelle. Oui, parce qu'il faut aussi effectivement mettre ça en regard de l'inflation. Quand on a un taux à 3% mais que l'inflation est à 5%, mécaniquement, ça nous coûte finalement pas si cher au regard de l'inflation. Mais encore faut-il être capable de payer tous les mois le remboursement en question. Si je comprends bien ce que vous nous avez dit, on a eu une surchauffe finalement un peu avant l'été et pendant l'été en termes de taux. Là, vous ne vous attendez pas à ce que cette surchauffe continue, mais au contraire, on serait plus vers une stabilisation d'ici la fin de l'année des taux existants. On n'a pas de boule de cristal, mais on comprend que c'est peut-être un peu la tendance à court terme. Je dirais pas ça. Non, il y a quand même des signes que... ça va continuer à progresser. Ça va continuer à progresser, mais à un rythme à peu près le même. D'accord. Donc toujours dans la surchauffe, c'est juste que... Une augmentation qui continue d'être importante, oui, tout à fait. Là, on a pris en gros depuis le début de l'année 0,1 par mois. C'est à peu près ce qu'on observe là, même s'il y a des différences entre banques. Il y a des banques qui choisissent de ne pas augmenter, par exemple, en septembre. Et donc, le point positif, c'est pas tellement que la hausse va s'arrêter, c'est que entre l'augmentation du taux d'usure et les possibilités offertes avec les taux révisables, ça peut rendre un peu plus de projets faisables. Alors, vous avez évoqué en début d'émission ce sujet d'éviction. Est-ce que on entend certains courtiers dire qu'ils peuvent plus travailler ou moins travailler, ou que l'effet sur les volumes est trop important? Comment est-ce que vous voyez d'un point de vue activité préto, activité courtier, du coup, cette fin d'année? Alors, on a eu clairement un été assez difficile avec quelque chose de paradoxal, de la demande, mais de la demande dont on sait qu'on
qu'on ne peut pas la servir. Donc, Bien sûr, on a été un petit peu ralenti cet été. Sur la deuxième partie de l'année, on pense qu'on sera clairement plus lent que la dernière partie de 2021. Ce n'est pas une aussi belle année, mais on pense que ça va plutôt être une tendance positive à partir de maintenant. D'accord, donc il y a encore des gens quand même qui cherchent à effectuer des crédits immobiliers malgré ce qu'on peut entendre. Tout à fait. Et je pense que c'est un bon conseil dans le contexte actuel de devenir propriétaire, de s'endetter à des taux largement en dessous de l'inflation pour acheter de l'immobilier français. Oui, c'est une bonne chose pour le patrimoine des ménages. Et si j'entends ce que vous nous avez dit, d'en profiter pour négocier peut-être encore un peu plus son bien immobilier si on en a la possibilité. Tout à fait, parce que ce qui est clair, et les vendeurs commencent à le voir, c'est que les taux vont continuer à augmenter, les prix vont se calmer, ça met du temps. Donc un vendeur à qui on fait une offre sérieuse en financement un petit peu en dessous du prix, on peut lui expliquer que vaut mieux vendre maintenant que d'attendre 3 mois parce que le marché aura peut-être baissé encore un petit peu. Merci beaucoup Pierre Chapon. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Preto. Merci d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous donc lundi à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.